Si tu es vraiment aussi malin, lâcha-t-il en claquant le contrat sur le comptoir avec la paume de la main. Alors vas-y, traduis ça. Sa voix trancha le murmure chaleureux du Old Town Café comme une lame. Les fourchettes restèrent suspendues en l'air. Même le vieux jukebox, tapi dans un coin, sembla retenir son souffle, la mélodie Motown s'arrêtant une seconde. Elena Jiménez ne scia même pas. Elle baissa les yeux vers l'épais tas de papiers juridiques, le contrat de fusion qui avait déjà déconcerté 3 avocats de premier plan à Atlanta, et cligna une fois des yeux. Elle n'avait que 19 ans, blanche, et portait un vieux tablier gris, imprégné d'odeurs de pommes de terre sautées et de café fraîchement préparé. Et pourtant, pendant une fraction de seconde, elle sembla plus grande que l'homme devant elle, habillée d'un costume bleu marine impeccable, l'air renfrogné. Luca Herrera n'était pas du genre à être contredit. À 48 ans, il avait transformé Herrera Tech d'une simple start-up de codage à Boston en un géant technologique valant plusieurs milliards, désormais basé au cœur d'Atlanta. Dans les salles de réunion, c'était une légende. Regard bleu glacé, mâchoire carrée, toujours 3 coups d'avance. Mais ce soir, il n'était pas dans une tour de verre. Il était assis dans un simple dîner, avec des tables rayées et des néons qui clignotaient. Parce que sa fusion à 2,4 milliards de dollars, celle censée sceller son héritage, était en train de s'effondrer. Il avait besoin d'un endroit tranquille pour réfléchir. La serveuse lui avait apporté un café, puis remarqué son front plissé et les annotations rouges griffonnées à côté d'une clause intitulée « Résiliation conditionnelle en cas de perturbation du marché ». « On dirait que tu luttes contre un ours », avait-elle dit doucement en posant un verre d'eau. Luca ne l'avait même pas regardé. « C'est un contrat, tu ne comprendrais pas. »« Peut-être bien », avait-elle répondu calmement. Et c'est là qu'il avait perdu patience. Maintenant, Elena restait droite, une main sur la hanche, l'autre tendue vers un carnet posé à côté. « C'est le contrat complet ?» demanda-t-elle, d'un ton posé et assuré. Luca haussa un sourcil. « Est-ce que ça change quelque chose ?»« Oui !» répondit-elle. « Le contexte change tout. » Il haussa légèrement les épaules, comme s'il donnait un jouet à un enfant, et attendit. Elena tourna les pages avec fluidité, ses yeux balayant les lignes avec une précision silencieuse. Autour d'elle, le brouhaha du dîner continuait. Conversation, tintement de couverts, mais elle semblait évoluer dans un espace où seule la logique comptait. « Ici, dit-elle en pointant du doigt, ils peuvent se retirer si votre action chute de plus de 7% après l'annonce. » Luca cligna des yeux. « C'est techniquement exact. » Elena acquiesça, poursuivant sa lecture. « La formulation sur la perturbation du marché est floue. Elle leur donne trop de marge pour se retirer. Et l'entiercement. Ils veulent bloquer 400 millions sans condition de libération claire. » Elle leva les yeux. « Ce n'est pas une collaboration. C'est de la pression. » Luca se pencha légèrement. « Comment tu sais tout ça ?» Sans lever les yeux, elle répondit. « Je lisais ce genre de contrat à l'université. Droit à Emory. Puis ma mère est tombée malade et j'ai dû faire des pancakes pour payer le loyer. » Quelque chose changea chez Luca, à peine perceptible. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Pour la première fois, il la voyait vraiment. Pas seulement son intelligence vive, mais aussi son calme et sa précision. Elle ne bluffait pas. « Je suis surpris que tu sois encore dans cette ville, » dit-il avec une pointe de sarcasme. « Et moi que tu pensais que personne ici ne pouvait te surpasser, » répliqua-t-elle. C'était net, précis, une pique bien placée. Soudain, la table entre eux ressemblait davantage à un champ de bataille qu'à un comptoir de petit déjeuner. Luca s'adossa. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait plus au marché ou aux résultats trimestriels. Il pensait à la jeune femme devant lui. Non, il pensait à celle qui venait de relever 2 failles majeures dans un contrat rédigé par des vétérans du secteur. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Elena Jiménez. » Il acquiesça lentement. « Tu as déjà pensé à faire plus avec ton intelligence »
J'y ai pensé, dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. Mais parfois, la vie ne suit pas le plan. Ils restèrent silencieux un moment de trop. Puis, elle repoussa le contrat vers lui. Tu devrais revoir la clause 7C et ajouter des conditions de libération pour l'entiercement. Par étapes, liées au livrable. Sinon, ils te coinceront au moment le plus critique. Lucas plissa les yeux, la scrutant. « Tu es sérieuse ?» dit-il doucement. Helena esquissa un demi-sourire. « Je l'étais déjà avant que tu me prennes de haut. Maintenant, je suis juste généreuse. » Il ne répondit pas tout de suite. Son regard tomba sur le contrat, puis sur son carnet. Ses notes étaient claires, précises, affûtées comme des lames. « Je peux vous offrir un café ?» demanda-t-il, soudain maladroit. Elle jeta un œil à sa tasse encore pleine. « Vous l'avez déjà fait. » Sur ces mots, elle se retourna et repartit vers la cuisine, d'un pas sûr, la tête haute. Lucas la regarda s'éloigner, puis baissa à nouveau les yeux sur le contrat. Pour la première fois depuis des semaines, les mots sur la page n'étaient plus un flou indistinct. Ils commençaient à avoir du sens, et ce n'était pas grâce à lui. Ce que Lucas ne savait pas encore, c'est que la rencontre la plus déterminante de sa vie ne s'était pas déroulée dans une salle de conférence d'un gratte-ciel. Elle avait eu lieu dans une petite banquette, sous un néon vacillant, autour d'une tasse de café noir et d'une leçon discrète d'humilité. Avant de reprendre cette histoire, dites-moi, vous regardez depuis où? Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Demain, d'autres histoires incroyables vous attendent. Quand Lucas replia le contrat et se leva de la banquette, le bruit de fond du Old Town Café s'était adouci. Son café était glacé. La fille, non, la femme, avait déjà disparu dans l'arrière-cuisine sans se retourner. Il s'arrêta près de la sortie, fixant la porte battante menant à la cuisine, puis partit sans dire un mot. Cette nuit-là, il ne parvint pas à dormir. Allongé dans son penthouse, les yeux fixés au plafond, il observait les ombres mouvantes dessinées par les lumières de la ville. Quelque chose chez Helena Jiménez restait en lui, pas de manière à blesser son ego, même si, oui, il avait été touché, mais d'une façon plus profonde, plus intime. Il repensait à sa voix, à sa manière d'analyser, à son calme impressionnant. Elle n'avait pas bronché quand il avait élevé la voix, elle ne s'était pas dérobée face aux défis. Elle ne prétendait pas être brillante, elle l'était. Au lever du soleil, Lucas avait déjà demandé à son équipe juridique de vérifier à nouveau la clause 7C et les termes de l'entiercement. Ils confirmèrent ce qu'Helena avait souligné. Elle avait vu juste. Ce qui le piquait le plus, c'était à quelle vitesse elle avait repéré ce que ses avocats très bien payés avaient manqué. Plus tard dans la journée, assis dans une salle de réunion élégante entourée de professionnels impeccables, les pensées de Lucas vagabondaient, non pas vers les graphiques ou les prévisions, mais vers un comptoir ébréché, un café tiède et une serveuse de 19 ans qui parlait de contrat comme si elle lisait une recette. Le mercredi, il se retrouva à nouveau devant le dîner. C'était l'heure du déjeuner et les bruits familiers de vaisselle et de conversations discrètes s'échappaient par la porte entr'ouverte. Il resta là une seconde, inhabituellement incertain. Lorsqu'il entra, quelques regards se tournèrent vers lui, non pas parce qu'on le reconnaissait, mais parce qu'il détonnait dans son costume sur mesure. Helena le vit immédiatement. Elle portait un plateau avec 3 verres d'eau, se déplaçant avec l'aisance de quelqu'un qui faisait partie du décor. Ses cheveux étaient attachés, son tablier plus lâche, ses baskets un peu plus usées. Elle croisa son regard, sans surprise, sans agacement, simplement consciente. « Vous revenez pour les œufs ?» demanda-t-elle en s'approchant du comptoir. « Je reviens pour vous », répondit-il, sans détour. Un silence. Elle posa le plateau, se pencha légèrement et dit sans sourire « Je travaille. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, répondit-il. Je voulais juste vous remercier. Vous êtes sûr de vouloir qu'on vous voie remercier une serveuse demanda-t-elle en clignant lentement des yeux. Justement, dit-il en prenant place sur un tabouret. Je ne pense pas que vous soyez juste une serveuse. Elle haussa un sourcil, bras croisés,
Et je suis quoi alors? Quelqu'un qui comprend la structure, qui lit entre les lignes, quelqu'un qui, avec une chance, pourrait surpasser tous les jeunes juristes que j'ai. Elena le fixa sans ciller. Alors quoi? C'est ça votre grand discours? Vous m'offrez un job? Pas exactement. Je vous propose une conversation, pas de titre, pas de pression. Il baissa brièvement les yeux, puis la regarda de nouveau. Pas de costume, pas d'arrogance, juste deux personnes qui parlent, et c'est moi qui offre cette fois. Elle le regarda un long moment, puis hocha légèrement la tête. Revenez à 10 heures, c'est l'heure à laquelle je termine. Si vous êtes sérieux, vous attendrez. Je suis sérieux. Alors on verra, dit-elle en s'éloignant. À 22 heures, le café était calme. La plupart des habitués étaient repartis. Les vieux messieurs du jukebox aussi. Le lave-vaisselle ronronnait doucement. Elena sortit de l'arrière, une serviette à la main. Son tablier avait disparu, ses cheveux étaient détachés. Elle s'installa en face de Lucas dans la même banquette qu'ils avaient partagée quelques jours plus tôt. « Vous êtes tenace, dit-elle. Je suis curieux. » À propos de quoi? De comment quelqu'un comme toi s'est retrouvé ici, pas dans un cabinet d'avocat, pas à Washington, mais derrière ce comptoir. Elena expira. La vie ne suit pas toujours le plan, monsieur Herrera. J'en avais un, prépa droit à Emory, bourse, capitaine de l'équipe de plaidoirie. Puis, les reins de ma mère ont lâché. 3 dialyses par semaine. Medicaid ne couvrait presque rien. Mon petit frère a commencé à avoir des problèmes à l'école. Bagarres, heures de retenue. À la maison, les factures s'accumulaient. L'université a dû être mise en pause. Sa voix ne réclamait pas de pitié. Elle énonçait simplement la vérité. « J'ai continué à lire, dit-elle. Tout ce que je trouvais, des articles juridiques, des blogs, j'ai même commencé à apprendre à coder. Je développe une appli simple pour aider les ados à comprendre leurs droits. Un outil interactif, quelque chose qui explique les termes juridiques avec des mots simples. Mais soyons honnêtes, qui prendrait au sérieux quelqu'un comme moi? Une serveuse sans diplôme? Moi, je te prendrai au sérieux, dit Lucas fermement. Elena le regarda, peu impressionnée. Toi? Le gars qui m'a appelé chérie et m'a dit de me contenter de servir du café? Il serra la mâchoire. J'ai mérité ça. Oui, répondit-elle, sans amertume, juste avec certitude. Mais j'ai passé ma vie à repérer le potentiel avant les autres, poursuivit-il. Et ce que tu m'as montré l'autre soir, ce n'était pas ordinaire. C'était rare. Tu as quelque chose de spécial. Elle baissa les yeux, traçant du doigt le bord de la table. Je ne cherche pas la charité. Je n'en fais pas, dit-il. Je te propose de travailler ensemble. Construisons cette appli. J'apporte les moyens, développeurs, financement, tout ce qu'il faut. Mais c'est toi qui dirige. Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard se perdit vers la fenêtre, où la rue baignait dans une lumière ambrée. Tu sais ce qu'il y a de dur quand on est ignoré, dit-elle enfin. Ce n'est pas d'être invisible. C'est de savoir qu'on te voit, mais qu'on décide quand même que tu ne comptes pas. Alors montrons-leur qu'ils se trompent, répondit Lucas. Elle le regarda. D'accord, dit-elle doucement, mais je ne suis pas une bonne action pour te faire bien voir. Je veux du respect. Je veux être traité en égal. Tu le seras, dit-il. Dehors, le monde continuait son cours, mais dans cette banquette, quelque chose de nouveau prenait forme. Pour la première fois, Elena sentait que sa voix avait du poids. Et Lucas ressentait quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps, une forme calme d'optimisme, pas nourrie par des chiffres ou des contrats, mais par la foi en quelqu'un d'autre. Ils cognèrent doucement leur tasse. C'était le début. Discret, solide, réel. 3 jours plus tard, Elena franchissait les portes d'un bâtiment qu'elle n'aurait jamais cru entrer. Le siège de Herrera Tech, 29e étage. Le couloir était silencieux, les surfaces impeccables. Tout brillait. Elle ajusta le col de sa blouse d'occasion et serra contre elle une chemise en cuir remplie de notes manuscrites et de croquis d'interface. Elle avait déjà été arrêtée 2 fois par la sécurité. L'agent à l'accueil s'était figé, confus, puis avait murmuré « Serveuse ?» comme s'il y avait erreur. Mais elle se tenait droite malgré tout.
Lucas était déjà là, assis derrière un bureau épuré, une tablette en main. Lorsqu'il la vit, il sourit. Pas son habituel sourire confiant, mais quelque chose de plus prudent, presque incertain. « Entre, dit-il. Ne t'inquiète pas, il n'y a que nous. » Elle entra, le deux droit. Que nous deux n'effaçait pas le regard de l'accueil. Il désigna une chaise. « Les devs ont préparé quelques prototypes. Je me suis dit que tu voudrais les examiner. » Elena n'ouvrit pas la tablette. Elle ouvrit sa propre chemise. « Avant de parler design, dit-elle, il faut poser les bases. Cette appli doit être utile pour les ados, pour les familles qui bossent dur, pour ceux qui parlent mal anglais. Tout doit être simple. Pas de mots compliqués, pas de jargon juridique. » Lucas hocha la tête, se penchant en avant. « Elle doit traiter des situations concrètes. Louer un appart, faire face à la police, demander des aides via des simulations. Et le langage doit être clair et honnête. Pas de blabla. Pas de jargon légal, dit-elle fermement. Parce que la loi ne devrait pas ressembler à une porte fermée à clé. » Il pencha la tête. « Tu as imaginé ce cadre toute seule ?» Elle haussa les épaules. « Quand tu grandis sans rien, tu écoutes. Tu captes. C'est comme ça que j'ai appris. » Il sourit à cela, mais l'instant fut interrompu par un coup frappé à la porte. Giovanni Rios est entré, le directeur juridique de l'entreprise. 45 ans, costume impeccable, regard perçant. Il tenait un dossier en main et a lancé à Elena un regard à peine voilé de jugement. « Je pensais que cette réunion était en interne, dit-il. « C'est le cas, répondit Lucas. Elena fait désormais partie de l'équipe. » Giovanni esquissa un sourire tendu. « Ah, la serveuse !» Elena ne broncha pas. « Je fais encore des shifts le week-end. C'est mieux payé qu'on ne le croit. » Lucas se leva. Elle a repéré 2 failles dans le contrat de fusion. Des failles que ton département n'a pas vues. La voix de Giovanni resta polie, mais il y avait un tranchant derrière. « Je vois. » Elle a donc un œil affûté. « C'est elle qui dirige le projet maintenant, » dit Lucas sans hésiter. « Je veux que ton équipe l'aide avec les revues juridiques et la mise en place de la propriété intellectuelle. » Giovanni haussa un sourcil. « Tu es sérieux ? Je ne plaisante pas quand on parle de centaines de millions. » Giovanni hocha la tête poliment, mais son expression en disait long. « Bien sûr, on soutiendra selon les besoins. » Quand il fut parti, Elena fixa la table un instant. « Il n'est pas là pour m'aider. Il est là pour me ralentir. » Lucas poussa un soupir. « Il est de l'ancienne école. C'est un gardien du seuil, » corrigea-t-elle. « Et les gens comme moi ne sont pas censés passer la porte. » Lucas se frotta le menton. « Tu veux que je le remplace ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Non, je veux mériter ma place, mais j'ai besoin de savoir que si je pousse, tu es derrière moi. » Il hocha la tête. « Je suis avec toi. » Ce soir-là, Elena était assise en tailleur sur le sol de son petit appartement, en train de travailler tard. Son petit frère Diego gribouillait dans un cahier de maths à côté d'elle. Leur mère dormait dans le fauteuil inclinable, une bouillotte sur la hanche. La pièce sentait le menthol et les restes de spaghettis. Sur la table basse trônait son seul appareil de travail, un vieux Chromebook abîmé, couvert d'autocollants et de rubans adhésifs. C'était tout son matériel de démarrage. Elle faisait défiler des pages de notes, maquettes, lignes de code brouillonnes, schémas griffonnés. Sa tête lui faisait mal, mais elle continuait. Puis Diego demanda « Tu crois vraiment qu'ils te laisseront aller jusqu'au bout ?» Elle releva la tête. « Aller jusqu'au bout de quoi ?»« L'appli, le truc avec le tribunal. Tu crois qu'ils laisseront quelqu'un comme toi vraiment le faire ?» Elle marqua une pause. « Je n'attends pas leur permission. » Il la fixa en silence, puis hocha légèrement la tête et retourna à ses exercices. Le lendemain, Elena arriva chez Herrera Tech avec 4 maquettes complètes, une démo fonctionnelle et une liste de 10 personnes de la communauté prêtes à tester la première version. Giovanni ne se montra pas. À la place, son assistant renvoya une version de sa proposition fortement annotée. Le mot d'accompagnement disait « Trop ambitieux. Recommandons de réduire pour des raisons de responsabilité. »
Elena imprima sa version, puis la sienne. Elle entra dans le bureau de Lucas et posa les deux sur son bureau. « Je ne vais pas réduire ce projet, » dit-elle d'un ton neutre. Lucas feuilleta les pages, lut les remarques, puis leva les yeux. « Tu as raison. On avance avec ta version. » Elle cligna des yeux. « C'est tout ?» Il haussa les épaules. « Ce n'est pas facile. C'est juste important. » Elle sourit, pas un sourire de façade, mais un de ceux qui montent quand quelque chose de profond s'aligne. Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. « Il va continuer à se mettre en travers. »« Je sais, » dit Lucas. « Alors reste prêt. »« Je le suis toujours, » répondit-il, déjà en train de composer un numéro. Quand les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière elle, Elena sentit quelque chose changer. Pas seulement dans la manière dont Lucas la respectait, mais dans la façon dont elle se voyait elle-même. Elle n'était plus en train de réagir, elle construisait, elle avançait, et aucun gardien de salle de réunion en costume sur mesure ne se mettrait en travers de son chemin. L'ascenseur montait, ses parois de verre baignées par la lumière de la ville. Elle ne regarda pas en bas. C'est arrivé un dimanche matin calme. Elle était encore en pyjama, assise par terre dans le salon. Diego dormait profondément sur le canapé derrière elle. Les doigts d'Elena survolaient le clavier, le cœur battant. Et puis, ça s'est chargé. Le premier prototype complet, interface claire, texte limpide. Un bouton commencé en forme de petit marteau de juge. Elle cliqua. Une question apparut. « Vous venez d'être arrêté par la police. Que faites-vous » 3 boutons. Restez silencieux, demandez la raison, sortir votre pièce d'identité. Chaque choix menait à une courte scène animée, certaines calmes, d'autres plus tendues. Chacune transmettait une vraie leçon. Sa voix guidait, calme, sûre, enregistrée la veille, après minuit. Ce n'était pas parfait. Le texte avait besoin d'ajustement. L'animation saccadait parfois. Mais ça tournait. Elena se pencha en arrière, les yeux grands ouverts. « Il est vivant », murmura-t-elle. À 9h07, elle envoya le lien à Lucas. Sans légende, sans argumentaire. Juste le futur en train de commencer. Objet, premier souffle. 30 minutes plus tard, son nom s'afficha sur son téléphone. « C'est toi qui as vraiment fait ça ?» demanda-t-il, sa voix presque stupéfaite. « À toi de me le dire », répondit Elena calmement. « Je n'ai jamais rien vu de tel, » souffla-t-il. « Et tu as fait ça avec ce vieux portable ?»« Ouais, » dit-elle, « lui et beaucoup de café instantané. » Il laissa échapper un rire. « Je veux montrer ça à notre équipe UX, aujourd'hui, si tu es d'accord. »« T'as pas besoin de mon approbation, » répondit-elle, « mais tu auras besoin que je sois là. » Cet après-midi-là, Elena entra dans le lab d'innovation de Herrera Tech, mur en verre, soleil éclatant, des designers en sweat et baskets usés, absorbés par leur code. Ils ne la remarquèrent presque pas, jusqu'à ce que Lucas hausse la voix. Tout le monde. Voici Elena Jiménez. C'est elle qui a construit le prototype que vous allez voir, et c'est elle qui dirige le développement à partir de maintenant. Les têtes se tournèrent. Certains hochèrent la tête respectueusement. Quelques-uns échangèrent un regard indéchiffrable. Une femme aux cheveux rose bonbon et un sweat Stanford leva le poing. Oh que oui. Elena brancha son ordinateur et lança l'application. Pendant 15 minutes, les seuls sons furent les clics de souris et les voix de l'écran. Scène, options, explications simples avec des mots du quotidien. Quand elle eut terminé, ils applaudirent. Ce n'était pas une ovation théâtrale, mais c'était sincère. Un développeur, Matteo, se pencha en avant. Le design est solide, l'adaptation mobile sera facile, la logique est bien construite. Où as-tu appris le parcours utilisateur ? Demanda un autre. En me plantant souvent, répondit Elena, et en observant comment la confusion peut blesser les gens. Au cours des 2 semaines suivantes, Elena devint une habituée du lab. Elle restait tard, dirigeait les sessions au tableau blanc, dessinait des parcours utilisateurs, débattait d'idées d'interface, tout en grignotant des frites froides du café d'en bas. Elle était la plus jeune.
Elle n'avait pas de diplôme. Souvent, elle était la seule sans CV prestigieux. Mais rien de tout ça ne la ralentissait. Lucas tint sa promesse. Il la soutint publiquement à chaque étape. Mais il remarqua autre chose. Elle ne dirigeait pas comme lui. Elena ne donnait pas d'ordre. Elle posait des questions. Elle écoutait d'abord les plus jeunes avant de se tourner vers les seniors. Et l'application continuait de grandir. Ce n'était plus juste un outil juridique, c'était en train de devenir un mouvement. La phase suivante était celle des tests. Elena proposa de lancer un petit projet pilote dans 3 lycées d'Atlanta. Avec son frère Diego, ils imprimèrent des flyers et partagèrent des QR codes devant les stades et aux arrêts de bus. Un mardi matin glacial, Elena se tenait devant une classe de terminale au lycée Langston Prep, présentant l'application. Elle portait son uniforme de serveuse sous une veste de seconde main, la seule qu'elle possédait. « Vous vous êtes déjà fait garder votre caution par votre propriétaire ?» demanda-t-elle. Une fille au fond leva la main. « Toujours, et on peut rien y faire. »« Je pensais ça aussi, » dit Elena. « Mais en fait, il y a un délai légal. S'il ne le respecte pas, vous pouvez déposer une plainte. Pas besoin d'avocat. » Un léger bourdonnement de curiosité remplit la salle. Ce n'était pas de l'intérêt poli, c'était de l'attention réelle. Après le cours, un garçon resta en arrière, grand, mince, les yeux fatigués, une petite cicatrice sous l'un d'eux. « C'est vraiment toi qui as fait ça ?» demanda-t-il. « Chaque ligne de code, répondit-elle. Ma mère, elle a signé un truc l'année dernière, on n'a pas compris ce que c'était. Maintenant, on doit quitter notre logement. » La poitrine d'Elena se serra. « Apporte-le, » dit-elle doucement. « On le lira ensemble. » Il hocha légèrement la tête. « Personne nous parle jamais comme si on comptait, » murmura-t-il avant de partir. Elena resta figée, la gorge nouée. Elle connaissait ce silence, cette sensation de ne pas exister dans la pièce. Ce soir-là, elle était assise sur l'escalier de secours, son ordinateur sur les genoux, éclairant son visage. Le vent lui frôlait les joues. Lucas appela. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Elle lui parla de la classe, des élèves, du nombre croissant d'utilisateurs qui testaient déjà la version bêta. « Tu as lancé quelque chose ?» dit-il doucement. « Tu le vois, non ? Je ne veux pas que ce soit juste à moi, » répondit Elena. Je veux que ça appartienne à chaque gamin à qui on a déjà tendu un papier à signer sans qu'il comprenne un mot. Lucas resta silencieux quelques secondes, puis il parla. « Viens demain. » Son ton avait changé. « On va parler de la suite, financement, expansion, et faire en sorte que ton nom soit sur tout. » Elena regarda la ville illuminée. Les lampadaires clignotaient comme des battements de cœur lents. Au loin, une sirène résonnait faiblement. Elle se sentait épuisée, profondément, mais vivante, pleinement vivante. « D'accord, murmura-t-elle, mais j'espère que tu es prêt à construire quelque chose qu'on ne pourra pas ignorer. » À partir de ce moment-là, aucun d'eux ne regarda en arrière. Au début, c'était subtil, comme tous les sabotages silencieux. Un appel déplacé ici, un fichier introuvable là. Les mots de passe ne fonctionnaient plus. Des invitations au calendrier perdues dans le système. C'est la 2e semaine après le lancement dans les écoles qu'Elena commença à faire le lien. L'élan qui avait porté Lowbridge semblait désormais figé dans du sirop. Ce mardi matin, elle arriva au lab pour découvrir que son badge ne passait plus. La réceptionniste, avec ses ongles vernis et son sourire vide, ne montra aucune émotion. « Vous n'êtes pas sur la liste cette semaine. »« Ce n'est pas normal, » dit Elena calmement. « J'ai un accès permanent. »« Désolé, il vous faut une autorisation. » Il fallut 1 heure pour qu'un agent des services généraux vienne la faire entrer. À ce moment-là, la réunion avait déjà commencé, sans elle. Elle entra dans la salle et vit Giovanni debout devant le tableau blanc, en train de griffonner un nouveau plan du projet. L'ambiance était plus froide. « Elena, dit-il, souriant sans chaleur, content que tu sois là. On revoit quelques idées pour ajuster le déploiement. » Ajuster comment ? Il y a des inquiétudes sur la manière dont l'application pourrait être interprétée. Des inquiétudes juridiques. « De qui ?» demanda-t-elle en posant son sac.
de certains membres du conseil et d'investisseurs. Ils ne sont pas à l'aise avec les scénarios éducatifs. Ils pensent que les utilisateurs pourraient les interpréter comme de véritables conseils juridiques. Elena croisa les bras. Ce ne sont pas des conseils juridiques, c'est de l'éducation. Chaque exemple vient du droit public réel. Il y a des avertissements partout. Giovanni conserva ce même sourire condescendant, comme s'il corrigeait doucement une élève. Même ainsi, nous avons une image publique à préserver. Nous recommandons de réduire la portée, se concentrer sur des tests contrôlés, éviter une exposition trop large. Elena n'éleva pas la voix, mais son ton devint plus tranchant. Toute l'idée, ce sont les élèves. C'est pour eux que l'appli existe. Reculer maintenant, ce n'est pas protéger, c'est défendre le statu quo. Certaines personnes se remuèrent sur leurs chaises, d'autres regardèrent leur écran. Luca n'était pas là. Giovanni reboucha son marqueur et fit un pas vers elle. « Mademoiselle Jiménez, votre engagement est admirable, mais ici, c'est une entreprise. Il y a des règles, des limites juridiques que vous ne connaissez peut-être pas. » Elena soutint son regard. « Je les connais, ces limites. J'ai vécu dedans toute ma vie. » Giovanni ne répondit pas. Il se retourna simplement vers le tableau et reprit. Mais Elena avait vu tout ce qu'elle devait voir. Ce soir-là, elle alla directement voir Luca. Il était à son bureau, manches retroussées, en train de lire des tableaux Excel. Il leva les yeux en la voyant entrer, immédiatement attentif. « Ils essaient d'étouffer le projet, » dit-elle en s'asseyant. « Qui ça ?»« Giovanni et tous ceux qui le laissent faire. » Luca s'adossa dans son fauteuil. « Dis-moi tout. » Elle lui raconta tout, le badge refusé, la réunion sans elle, la décision de rebaptiser le pilote en test préliminaire, les tentatives discrètes de l'écarter. Luca soupira, se frottant le front. Giovanni est là depuis le début, il joue la sécurité, mais ce n'est pas un ennemi. Il ne fait pas preuve de prudence, répondit Elena. Il agit par peur. Peur que quelqu'un comme moi, jeune, sans diplôme, une serveuse fauchée, prouve qu'elle peut faire plus que toute son équipe réunie, et ça l'effraie. Luca ne la contredit pas. Il la fixa, désormais sérieux, puis hocha lentement la tête. « Je vais m'en occuper. » Elena secoua la tête. « Non, laisse-moi faire. » Elle inspira profondément. « Je ne veux pas qu'on me donne ça. Je veux le mériter. » Il hésita, puis se pencha vers elle. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» « Du soutien, » répondit Elena, « discret, constant et tout de suite. » Le lendemain matin, elle arriva tôt au lab. Elle ne fit pas d'annonce. Elle posa simplement une boîte de donuts sur la table, glacée à la pomme, saupoudrée de sucre, et se mit au travail. Elle salua Matteo d'un signe de tête, sourit à l'équipe UX et installa son ordinateur. À mesure que l'équipe arrivait, quelque chose avait changé dans l'air. Elena ne demanda pas la permission. Elle lança ses diapositives. « Je veux que vous voyiez ce qu'est vraiment Lowbridge », commença-t-elle. Pas une menace juridique, une bouée de sauvetage. Elle appuya sur lecture. Une vidéo démarra. D'abord, un adolescent de Langston Prep, les yeux grands ouverts, la voix douce. « Cette appli a aidé ma mère à comprendre son bail », disait-il. « On a empêché l'expulsion. Je ne pensais pas qu'une appli pouvait faire ça. » Puis un autre visage. Un agent d'entretien qui s'était battu contre une retenue sur salaire. Une mère célibataire qui avait évité un prêt abusif. Des personnes différentes. Un même message. La connaissance leur avait donné du pouvoir. La salle était silencieuse. Giovanni entra à mi-chemin, raide, mal à l'aise. Il resta près de la porte, les bras croisés. Elena se tourna de nouveau vers le groupe. « Voilà », dit-elle en désignant l'écran. Pourquoi je ne me retirerai pas? On ne change pas un système en restant à l'aise, on le change en dérangeant. Giovanni fit un pas en avant. « Elena, je peux dire un mot ?»« Non, » répondit-elle, calme et directe. « Pas avant que j'ai terminé. » Il s'arrêta. Elle, « Non. » À ce moment-là, Luca entra. Calme, posé. Il se tint aux côtés d'Elena sans dire un mot. « J'ai vu ce qu'elle est en train de créer. » dit-il enfin. « Et je n'ai jamais cru en quelque chose aussi fort.
Cette entreprise s'est construite en prenant des risques. Si on recule maintenant, on trahit cet héritage. Giovanni les regarda tour à tour, les lèvres serrées. « Compris », murmura-t-il. Après la réunion, des membres de l'équipe vinrent la voir un par un. Certains lui serrèrent la main. D'autres se contentèrent d'un signe de tête. Un développeur dit « Mon cousin aurait vraiment besoin de ça. Dis-moi ce qu'il te faut. » Ce soir-là, marchant sous les lampadaires vacillants de la ville, Elena pensa au pouvoir, pas celui enfermé dans les salles de réunion des tours de verre, mais celui qu'on gagne, par la persévérance, par l'action, en refusant de se laisser effacer. Elle ne demandait plus sa place, elle la définissait, et cette fois, elle n'était plus seule. Plus tard, après minuit, elle était assise à la petite table de la cuisine de leur appartement. Son ordinateur diffusait une lumière bleu pâle sur les murs couleur papier jauni. Sa mère dormait dans la pièce voisine. Diego était allongé sur le sol, écouteurs aux oreilles, luttant sur ses devoirs de géométrie. Les seuls bruits étaient ceux du clavier de pages qu'on tourne et du grincement occasionnel d'une chaise. Ses yeux étaient rouges, non pas de larmes, mais d'heures de lecture intense. Elle analysait l'accord final de fusion entre Herrera Tech et Kessler Solutions. Quelque chose clochait. Elle avait lu ces documents encore et encore. Mais une section de l'annexe F, intitulée « Déclencheur de contingence », la dérangeait. La formulation était étrange. Dans les petites lignes, une phrase attira soudain son attention. En cas d'événement de valorisation basé sur le marché entraînant une baisse temporaire supérieure à 7% de la capitalisation pré-fusion, Kessler se réserve le droit de se retirer sans pénalité. Le mot temporaire jaillit soudain comme une fusée d'alerte. Elle tapota le bras de Diego et lui retira un écouteur. « Lis ça !» dit-elle. Il grogna. « Elena, je suis nulle en anglais. Pourquoi tu penses que je vais comprendre ça ?» Elle sourit, fatiguée, et se tourna de nouveau vers l'écran. « Ça veut dire qu'ils peuvent se retirer si la valeur de l'entreprise de Lucas chute, même juste pendant une journée. Une simple rumeur suffirait à activer la clause. Il pourrait partir sans rien payer. » Diego cligna des yeux. « C'est dégueulasse !»« Oui, » murmura-t-elle, « vraiment. » Au lever du soleil, elle était déjà devant le bâtiment de Herrera, un café à la main, encore intact. Elle leva les yeux vers la façade vitrée de la tour, que la lumière du matin transformait en signal lumineux. Au premier bruit de serrure déverrouillée du hall, elle se dirigea directement vers l'étage des archives juridiques. Lucas n'était pas encore arrivé. Avec l'aide d'un stagiaire à moitié endormi derrière le bureau, elle récupéra toutes les versions sauvegardées du contrat et retraça l'évolution du langage. Les versions précédentes étaient claires. Ce mot unique, temporaire, avait été ajouté il y a 3 semaines, discrètement, délibérément. À 8 heures, Lucas entra, téléphone à l'oreille, l'air préoccupé. Il s'arrêta net en la voyant déjà sur place. « Elena, j'ai besoin de 5 minutes, » dit-elle sans lever les yeux. Il mit fin à son appel immédiatement. Qu'est-ce qu'il se passe? Elle fit glisser une feuille imprimée sur son bureau. Cette ligne, annexe F, elle est dangereuse. Il parcourut la page du regard, les sourcils froncés. Je m'en souviens, on l'a passé en revue avec l'équipe de Giovanni. Ils ne l'ont pas relu, répondit-elle. Ils l'ont survolé ou ignoré. Elle tapota le papier. Si ton action chute, même une seule journée, Kessler peut se retirer, sans pénalité, sans obligation, sans conséquence. Et là, maintenant, tu es vulnérable. Son expression changea lentement, de la confusion à la prise de conscience, puis à une colère froide. Pourquoi ils auraient ajouté ça à la dernière minute? Parce qu'ils te préparent un piège, dit-elle. Ils attendront l'annonce officielle, la valorisation grimpe, puis ils balancent une rumeur, regardent le cours baisser et utilisent cette clause pour se retirer, proprement. Fake news, chute d'un jour, et ils disparaissent, murmura-t-il. Elle acquiesça. Et c'est ta société qui encaisse. Il la fixa longuement. Mon Dieu. La voix d'Elena était calme, mais urgente. Tu as 2 options. Corriger ça maintenant, ou te préparer à un effondrement public dans 3 semaines. Lucas se tourna vers la fenêtre, une main sur le front,
marchant lentement. Giovanni aurait dû repérer ça. Il était trop occupé à m'empêcher d'entrer par la porte d'entrée, dit-elle posée et claire. Lucas se retourna vers elle, le regard perçant. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Tu as vu ce que personne d'autre n'a même remarqué. Il attrapa le téléphone sur son bureau. Convoquer une réunion d'urgence du conseil, dit-il à son assistante. Juridique, communication, acquisition, salle de conférence, 10 heures. On va refaire ce contrat. Plus tard, dans la matinée, Elena était assise en silence, au bout d'une longue table brillante dans la salle du conseil exécutif. Sa chaise n'avait pas de plaque à son nom, mais tout le monde savait désormais qui elle était. Giovanni fut le dernier à entrer, la mâchoire crispée. Il évita son regard. Lucas ne perdit pas de temps. On supprime la clause F. On réécrit les conditions. Elena Jiménez a découvert une faille qui aurait pu détruire cette entreprise. Il regarda autour de la salle. Elle l'a vu. Elle a agi. C'est grâce à elle qu'on contrôle encore le récit. Un silence stupéfait s'ensuivit. Giovanni finit par parler. Avec tout le respect, cette section a été relue attentivement. Non, l'interrompit Lucas, vous l'avez survolée, elle l'a comprise. Il laissa le poids de ses mots s'installer. Désormais, tous les contrats de fusion passeront d'abord entre les mains d'Elena. Quelques membres du conseil échangèrent des regards incertains. Puis l'un d'eux, une femme plus âgée, aux cheveux argentés et aux yeux perçants, se pencha en avant. « Elena, dit-elle, comment as-tu su où chercher ?» Elena répondit d'un ton ferme. « Parce que j'ai dû lire les petites lignes toute ma vie. Quand on grandit pauvre, on n'a pas de seconde chance. Alors on apprend à bien faire du premier coup. » La femme acquiesça. « Très bien dit. » À l'extérieur de la salle, Giovanni l'intercepta. « Profite bien de toute cette attention pendant que ça dure, lui glissa-t-il à voix basse. Elena ne s'y a pas. « Je n'ai pas besoin d'attention, répondit-elle. J'ai les faits. » Il parut déstabilisé. « Et contrairement à vous, ajouta-t-elle, je n'ai pas besoin d'un titre pour avoir de l'impact. » Elle tourna les talons et s'éloigna, sans s'arrêter, sans hésiter. Ce soir-là, Lucas la retrouva dans le lab, penché sur son ordinateur portable, concentré. Il posa un dossier sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Ton titre officiel, directrice de l'innovation juridique, dit-il. Dès aujourd'hui, salaire complet, avantage complet. » Elena ouvrit le dossier et fixa la page. « Tu avais dit que je n'avais pas besoin de titre, dit-elle doucement. « Toi non, répondit Lucas. Mais eux, oui. Et la prochaine fois qu'ils voudront t'écarter, ils y réfléchiront à 2 fois. » Elle sourit, épuisée mais solide. « Merci, dit-elle. Mais tu sais qu'on n'a pas fini. » Il sourit aussi. « Non, approuva-t-il, ce n'est que le début. » Dans ce lab silencieux, entouré d'ordinateurs portables, de tasses à moitié vides et du léger bourdonnement des machines, quelque chose avait changé. La justice ne semblait plus lointaine, elle paraissait réelle, inarrêtable. Le nom d'Elena apparut dans les médias avant même qu'elle ne puisse s'y préparer. Tout commença par un petit article enfoui dans un blog tech à Potin. D'une serveuse à perturbatrice du droit, le pari inattendu de Herrera Tech. Puis la vague arriva. Tweets, commentaires sur LinkedIn, articles analysant sa montée. En milieu de semaine, sa boîte mail était devenue un champ de bataille. Certains la saluaient comme une pionnière, d'autres accusaient l'entreprise d'en faire un outil marketing. Quelques-uns la méprisaient ouvertement. C'est ça le monde tech maintenant? Laisser des décrocheurs diriger des équipes juridiques? Elena ne répondit pas. Elle s'enfonça encore plus dans les dernières étapes de Lowbridge. Nettoyage du code, test d'interface, formation des partenaires. Le lancement était tout proche, mais le bruit ne cessait pas. Puis vint l'email de l'équipe d'investisseurs. Objet urgent, préoccupation de nos soutiens de niveau 1. Le message était court et sec, des investisseurs majeurs remettaient en question la légitimité d'Elena à diriger. Son profil, son parcours, était-elle vraiment la personne appropriée pour représenter leurs produits phares? Elena fixa l'écran. Elle n'était pas surprise, juste épuisée.
Ce soir-là, elle fut convoquée à une session à huis clos. Lucas était là, ainsi que la conseillère juridique et 2 membres du conseil. « On ne dit pas qu'elle n'est pas compétente », commença l'un d'eux, costume à rayures fines, un signe Ivy League brillant sur la veste. « Mais soyons honnêtes, c'est inhabituel. Aucun diplôme, aucun CV formel, et elle va devenir le visage public de notre plus gros lancement. » Elena parla avec calme. « Ce qui vous dérange, ce n'est pas mon travail. C'est que je ne viens pas de votre monde, mais j'ai déjà dépassé des gens qui en viennent. » L'homme tressaillit. « Ce n'est pas juste. »« Ce n'est pas injuste, » l'interrompit-elle. « C'est la vérité. » La directrice juridique de l'entreprise, Serena Morales, prit la parole à son tour. D'un point de vue légal, tout est en ordre. Son titre est exact, son travail est documenté, la propriété intellectuelle est à son nom. Ce débat est émotionnel, pas juridique. Lucas se leva enfin. Il n'avait presque rien dit jusque-là, mais quand il parla, la salle se figea. J'ai fait entrer Elena dans cette entreprise parce qu'elle a vu ce que personne d'autre n'a vu. Elle a évité un désastre financier. Elle a transformé une idée bancale en un produit prêt à être lancé. Et si je dois choisir entre elle et quelques investisseurs nerveux, je choisis elle. Un silence lourd suivit. Elena baissa les yeux. Ses mains tremblaient. Elle les serra sous la table. Après la réunion, Lucas la retrouva seule près des ascenseurs. « Ça va ?» Elle ne fit pas semblant. « Non, pas vraiment. » Il hocha la tête. « Bien. Tu ne devrais pas aller bien. Tu portes plus que ce que tu devrais. » Elle murmura. « Il ne me voit pas vraiment. »« Si, il te voit, » répondit-il. « Ils ne savent juste pas comment gérer quelqu'un qui ne rentre pas dans leur moule. » Plus tard dans la soirée, elle retourna au lab, mais ne toucha pas à son code. Elle s'assit près de la fenêtre, observant les lumières de la ville. Elle scintillait en contrebas comme du verre brisé sur du velours noir. Au loin, un train grondait dans l'obscurité. Son téléphone vibra, un message de Diego. « J'ai vu les gros titres. Laisse-les parler. T'as toujours été la vraie depuis le début. » Elle sourit, à peine, puis se leva. Elle se dirigea vers le tableau blanc et écrivit en grosses lettres noires « Lancé à l'heure ». Le lendemain matin, le service communication lui remit une version soigneusement révisée de son discours pour le lancement du produit. Chaque phrase avait été polie jusqu'à en devenir lisse, neutre, oubliable. Elle le parcourut une fois, puis le posa, doucement mais fermement. « Non. On veut juste éviter tout propos potentiellement sensible, dit prudemment un cadre. Elle leva les yeux. La justice est toujours sensible. Ce soir-là, Elena écrivit son propre discours. Elle ne l'envoya à personne pour validation, parce que cette fois, sa voix serait la seule qui compterait, pour la vérité. Le jour du lancement, l'auditorium était plein. Journalistes, ingénieurs, professeurs, associations, investisseurs, tous assis en rang serré. Lucas fit une brève introduction puis se retira. Elena monta seule sur scène. Pas de musique d'entrée, pas de projecteur, juste elle, le micro et une respiration maîtrisée. « Bonjour », dit-elle d'une voix calme. « Je suis Elena Jiménez, j'ai grandi à quelques rues d'ici. J'ai servi des cafés, j'ai veillé sur ma mère, j'ai aidé mon frère à rester à l'école. » Elle fit une pause. « Et aujourd'hui, j'ai contribué à créer quelque chose qui n'a pas sa place dans une tour de verre. Ça appartient aux gens, à ceux qui ont signé des papiers qu'ils ne comprenaient pas et qui l'ont payé. » Elle balaya la salle du regard. « Lowbridge n'est pas juste une application, c'est une lumière, dans une pièce dont la plupart ignorent même qu'ils y sont enfermés. » La salle était immobile, à l'écoute. « Il ne s'agit pas de moi. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. J'ai besoin que vous entendiez ce qui se passe quand on remet à des gens les outils qu'ils n'étaient jamais censés avoir et qu'ils s'en servent pour s'élever. » Elle les regarda, les yeux stables. La justice ne devrait pas appartenir uniquement à ceux qui parlent le bon langage. Elle est pour tout le monde, et à partir d'aujourd'hui, on va le prouver. Elle quitta la scène. Un instant, il n'y eut que le silence, puis des applaudissements, forts, debout, pas polis, mais sincères. Elena ne sourit pas.
Pas encore. Le travail n'était pas terminé. 2 heures après le lancement, Elena était seule dans une pièce calme, à l'écart du siège de Herrera Tech. Les acclamations étaient passées, les lumières éteintes. Son cœur battait encore fort. Elle avait dit la vérité, devant une salle remplie de sceptiques, d'investisseurs, de décideurs. Et maintenant venait la partie la plus difficile, ce qui allait suivre. Un coup frappé à la porte. Matteo, un des développeurs UX, tenait une tablette à la main. « Tu dois voir ça », dit Matteo presque sous le choc. Il tourna l'écran. Sa photo, sur scène en pleine phrase, s'étalait en une d'un des plus grands sites tech du pays. Titre, l'avenir du droit est là. Elle porte des baskets et dit la vérité. En dessous, une vidéo, plus d'1,2 million de vues. Les commentaires affluaient. Elle est brillante. Qu'on l'envoie à Washington. Pourquoi elle ne dirige pas tout le système? Et bien sûr, les critiques. Diversité de vitrine. Où est son diplôme? Encore un coup de com'. Elena rendit la tablette. « Je ne cours pas après les gros titres, dit-elle calmement. Matteo sourit. « C'est justement pour ça que tu en fais. » Elle hocha la tête pour le remercier, puis sortit son téléphone. Des messages s'affichaient par dizaines, journalistes, anciens camarades, même son coach de débat du lycée. « Je t'avais dit que ce feu en toi était réel. » Elle fit défiler jusqu'à un nom, Lucas Herrera. Son message était bref. « Le conseil veut te voir, aujourd'hui. Tu es prête ?» Elle répondit sans hésiter, « Toujours. » À 15 heures, elle était de retour dans la salle du conseil. Mais cette fois, ils étaient déjà là, assis, en l'attendant. Lucas se leva à son entrée. Il désigna la tête de table. « Ce siège est à toi aujourd'hui. » Elena s'assit, sans nervosité, sans retenue. Elle n'entrait plus dans la tempête. Elle la dirigeait. Une des membres du conseil, Rosa Navarro, cheveux blancs, lunettes épaisses, voix tranchante, se pencha en avant. « Mademoiselle Jiménez, commença-t-elle, la réaction du public est massive. Les investisseurs appellent, les écoles, les administrations, même l'équipe du maire nous a contactés. » Elena hocha la tête une fois. « Nous voyons un intérêt au niveau fédéral, » poursuivit Rosa. Et même si c'est enthousiasmant, cela soulève des questions juridiques que nous n'avions pas anticipées. Certains pensent qu'il serait judicieux de faire entrer quelqu'un ayant une vraie expérience des politiques publiques. Un co-responsable, quelqu'un de plus aguerri. Elena laissa planer un silence avant de répondre. « Je comprends l'inquiétude, » dit-elle, puis d'une voix claire. Chaque décision clé pour cette application, c'est moi qui l'ai prise, pas au hasard, par nécessité vécue. Elle inspira. Lawbridge existe parce que j'ai été celle qu'elle est censée aider. Je n'ai pas besoin de quelqu'un à mes côtés juste pour rassurer les autres. Un membre plus jeune du conseil se pencha à son tour. Avec les partenariats fédéraux qui s'annoncent, tu ne penses pas que... C'est justement pour ça, coupa Elena doucement, qu'il faut que la personne à la tête de ce projet comprenne plus que la politique. Elle doit comprendre les gens, pas seulement les systèmes, les vies. Lucas ne dit rien, mais une fierté discrète brillait dans son regard. Rosa croisa les mains, puis acquiesça. « Alors, on suivra ta direction, mais reste alerte, ce qui arrive ne sera pas simple. Les choses qui valent la peine ne le sont jamais, » répondit Elena. Après la réunion, alors qu'elle marchait dans les couloirs de Herrera Tech, Elena remarqua quelque chose de nouveau, des sourires sincères. Pas ceux qui sont forcés ou attendus, ceux qui disent « on te voit maintenant », pas comme un symbole, comme quelqu'un qui a sa place. De retour au lab, un groupe s'était rassemblé autour de l'écran principal. Matteo lui fit signe d'approcher. « Tu vas vouloir voir ça ». Un titre défilait sur l'écran. Le bureau du président en discussion avec Lawbridge pour une initiative nationale d'accès au droit. Elena cligna des yeux. « C'est réel ?» Matteo acquiesça. « Ils veulent une version de l'appli pour les centres communautaires à travers le pays. Gratuite. » La pièce vibrait d'une énergie nouvelle, stupéfaite, électrique. Mais Elena ne sourit pas. Pas encore. Elle sortit dans la ruelle derrière le bâtiment. L'air était vif. Elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des mois.
La voix à l'autre bout était méfiante. « Allô? C'est Elena Jiménez, dit-elle. Vous vous souvenez de moi? » Un silence, puis chaleureusement. « Bien sûr que je me souviens. J'ai regardé ton discours. » C'était la professeure Teresa Delgado, son ancienne mentor en prépa droit à Emory, la femme qui lui avait dit un jour qu'elle avait un esprit unique, avant qu'Elena ne parte sans dire au revoir. « Je n'ai pas terminé ce que j'avais commencé, » dit Elena doucement. « Tu viens de finir quelque chose de plus grand, » répondit Teresa Delgado. « Je veux revenir, » dit Elena. « Pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je veux juste l'éducation que je n'ai pas pu terminer, mais cette fois, selon mes propres termes. » Teresa Delgado n'hésita pas. « Ta place est toujours là. » Elle l'a toujours été. Elena raccrocha et leva les yeux vers le ciel. Les nuages étaient épais, mais la lumière commençait à percer par les bords. Ce soir-là, elle rentra chez elle et trouva Diego affalé sur le canapé, regardant son discours sur une tablette. « C'est vraiment toi qui as dit tout ça ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. Elle hocha la tête. « Chaque mot. » Il sourit. « J'ai dit à mon prof que ma sœur a créé un truc qui finirait peut-être sur le téléphone du président. » Elle rit, doucement, surprise. « Je crois que c'est la première fois que quelqu'un devient viral en sweat et sans maquillage. » Il posa sa tête sur son épaule. « T'avais quand même l'air d'une légende. » Elle sourit et ferma les yeux, laissant ces mots s'ancrer en elle. Elle n'était pas là parce qu'on lui avait fait une place. Elle était là parce qu'elle avait bâti la sienne, pierre après pierre, et maintenant, d'autres tirèrent des chaises pour s'asseoir à ses côtés. Presque un an plus tard, Elena se tenait sur une scène temporaire dans un centre communautaire de Birmingham, en Alabama. Les chaises pliantes étaient toutes occupées, enfants, parents, enseignants, anciens en costume, malgré le jour de semaine. Derrière elle, un grand panneau bleu portait ces mots en lettres capitales. « Law Bridge, outil juridique gratuit pour tous. » Au premier rang, le maire, un pasteur local, 2 représentants du Congrès. Mais les yeux d'Elena restaient fixés sur les jeunes visages des rangs du milieu, grands ouverts, pleins d'espoir, écoutant comme si quelque chose de vrai allait se passer. Elle s'avança. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui on a déjà dit de signer quelque chose sans vraiment comprendre ce que c'était ?» Un léger murmure traversa la salle. Depuis le fond, une voix d'homme répondit haut et clair, « Bien trop de fois pour les compter. » Elena acquiesça. « Lawbridge est né, commença-t-elle, le jour où j'ai vu ma mère accepter un plan de soins qu'elle ne comprenait pas vraiment. J'ai vu des voisins perdre leur logement, être arrêtés, se sentir piégés, parce que personne ne leur expliquait ce que voulaient dire ces termes juridiques. Ils ne savaient même pas qu'ils avaient le droit de poser des questions, alors j'ai commencé à les poser pour eux. » Le public applaudit chaudement avec constance. Elle poursuivit d'une voix calme mais assurée. « Grâce aux personnes qui travaillent avec nous à travers le pays, Lawbridge est désormais actif dans 27 États. Vous le trouverez dans les écoles, les bibliothèques, les refuges, même dans les centres de probation. » Elle regarda un groupe d'élèves en sweat noir, écouteurs aux oreilles. « Mais en réalité, l'endroit le plus important où cette appli existe, dit-elle, c'est avec vous. C'est là qu'elle doit être. » Après l'événement, une file se forma. Une mère célibataire demanda si Lawbridge pouvait l'aider à se défendre contre un contrat de location douteux. Un retraité dit qu'il allait essayer l'appli pour contester une amende. Un adolescent raconta qu'elle lui avait appris à faire la différence entre autorité légitime et intimidation. Elena resta avec chacun. Elle répondit à chaque question, donnait chaque accolade. Ce n'est que plus tard qu'elle sortit respirer l'air lourd du soir. Lucas était adossé à la voiture, souriant. « Tu viens de faire pleurer 3 élus en public, » dit-il. Elena leva les yeux au ciel. « Ils s'en remettront. » Il lui tendit une bouteille de thé glacé. « Ça va ?» Elle hocha la tête. « Plus que bien. »« J'ai autre chose, » dit-il en sortant une enveloppe de sa veste. « Qu'est-ce que c'est encore ?» demanda-t-elle méfiante. « Ouvre !» À l'intérieur, une lettre manuscrite écrite avec soin. «
Chère mademoiselle Jiménez, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes réadmise à l'université Emory avec une bourse complète. Par ailleurs, la bourse Droit et Changement Social porte désormais votre nom. Vous ne retournez pas seulement à l'université, vous construisez un héritage. Elena fixa les mots. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-elle. « Non !» répondit Lucas. « C'est toi. Moi, j'ai juste ouvert quelques portes. » Des larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle serrait la lettre contre elle. « Je veux finir, » murmura-t-elle, « pas pour un diplôme, pour le chemin que je suis en train de tracer. »« Tu as déjà enseigné plus de droit que la plupart des profs titulaires, » dit-il. « Mais vas-y. » Cet automne-là, Elena franchit à nouveau la porte d'une salle de classe universitaire. Pas de journaliste, pas de discours, juste elle, un carnet et la même détermination qu'elle avait quand elle lisait des formulaires juridiques dans un vieux café bruyant. La même saison, elle lança la Fondation Second Regard, une association offrant des bourses d'éducation juridique aux jeunes issus de milieux défavorisés. Sa devise était courte et forte, « Relis-le et comprends ». Dans les mois suivants, elle prit la parole devant le Congrès sur l'accès numérique à l'aide juridique. Elle parla dans des centres pour mineurs. Elle se tint aux côtés de personnes qui se battaient contre le vol de salaire, la fraude et le silence. Chaque fois, elle ne se présentait pas comme la solution. Elle se présentait comme quelqu'un qui, un jour, avait été à leur place. Et malgré tout, Lowbridge continuait de grandir. Quelques nuits avant Noël, Elena poussa la porte du Old Town Café, le même qu'avant, même sol fissuré, même enseigne faiblement clignotante au-dessus. Elle s'assit dans l'ancienne banquette. Lucas la suivit, déposant 2 tasses de café fumantes devant eux. « Tu pensais vraiment qu'on irait si loin ?» demanda-t-il. Elle regarda autour du café. « Honnêtement, je pensais même pas qu'on irait quelque part. » Il hocha la tête. « Ouais, moi non plus. » Un moment passa en silence. « Des regrets ?» demanda-t-il. « D'avoir parié sur moi ?» Elle sourit. « Ce n'était pas toi, le pari, c'était la vérité. » À ce moment-là, une jeune serveuse s'approcha. Nerveuse, cheveux attachés, les yeux grands d'émotion. Elle s'arrêta un instant, maladroite avec son carnet. « Désolée, vous êtes la femme de l'appli, c'est bien vous ?» Elena sourit doucement. « Oui, c'est moi. Ma tante l'a utilisé, » dit la jeune fille. « Elle a retrouvé son travail après un licenciement injuste. Elle m'a dit de vous dire merci. » Elena tendit la main et lui toucha doucement le bras. « Dis-lui qu'elle y est arrivée toute seule. Moi, j'ai juste montré où regarder. » Alors que la jeune serveuse s'éloignait, Lucas leva sa tasse. « À ceux qu'on n'a jamais remarqué la première fois. » Elena leva la sienne. « Et à ceux qui ont fait en sorte qu'on les voit la seconde. » Ils entrechoquèrent leurs tasses. Pas de projecteur, pas de gros titres. Juste 2 personnes qui avaient construit quelque chose qui durerait. Dehors, les lumières de la ville brillaient doucement. Constantes, comme le changement quand il s'installe pour de bon.